Rebonjour à ceux qui étaient là ce matin. Bonjour pour ceux qui nous rejoignent pour cet après-midi. Bonjour. Bonjour Philippe. Bonjour. Hello Stephen. Donc cet après-midi, nous avons deux tables rondes. La première qui va se cristalliser autour des questions de politique industrielle et de concurrence, et la seconde qui va, elle, plutôt porter sur protectionnisme et concurrence. Et alors, en introduction de ces deux thèmes, nous allons commencer par une allocution enregistrée par Olivier Guersan, le directeur général de la Direction générale de la concurrence de la Commission européenne. Enfin, il est tout fraîchement à la retraite. Et donc qui va quand même pas mal camper le décor pour nos échanges de cet après-midi. Donc son allocution est en français. Et ensuite, dans les échanges de l'après-midi, vous aurez des interventions en français et en anglais. Et donc, comme d'habitude, si vous souhaitez avoir de la traduction, les casques sont à votre disposition. Chers collègues, chers amis, je voudrais vous remercier de m'avoir invité à participer au débat d'aujourd'hui sur les stratégies visant à réduire la dépendance économique et à promouvoir la diversification au sein des petites économies insulaires et sur les tensions éventuelles entre politique industrielle et politique de concurrence. Mon angle d'analyse sera le suivant. Comment la politique de concurrence peut-elle être un levier concret, plutôt qu'un obstacle, pour soutenir de possibles stratégies de réduction de la dépendance et de diversification? Et quel rôle peut-elle jouer dans ce contexte? Comme vous le savez, les marchés des petites économies insulaires se caractérisent par leur taille réduite, qui les expose à des défis économiques réels et sérieux, conduisant à la dépendance aux importations et créant des obstacles au développement des industries locales. Ici, en Nouvelle-Calédonie, ces défis ont traditionnellement été abordés parce que certains ont qualifié de protectionnisme, par exemple à l'aide de restrictions quantitatives à l'importation ou de taxes sur les produits importés. Se pose donc la question de savoir comment on pourrait réduire la dépendance économique et promouvoir la diversification dans les marchés des petites économies insulaires, sans pour autant tomber dans les pièges que l'approche protectionniste crée et que la note de votre autorité a si bien décrit. Mes collègues de l'autorité ont identifié deux scénarios. Le premier consisterait à introduire des améliorations au modèle. Cela impliquerait la rationalisation dans certains secteurs des mécanismes de protection du marché, en remplaçant les restrictions quantitatives par des protections tarifaires incitatives. Il faudrait également mettre en œuvre une régulation indépendante et incitative des secteurs protégés. Le deuxième scénario est plus ambitieux. Il consiste en la mise en œuvre d'un modèle d'ouverture lié à une spécialisation dans les secteurs dans lesquels la Nouvelle-Calédonie a un avantage comparatif. Dans ce contexte, la gestion et la valorisation durable des ressources halieutiques, la sylviculture, le tourisme durable ont par exemple été mentionnés comme des secteurs de diversification potentielle. On appelle cela le modèle d'ouverture-spécialisation. Cette ouverture serait particulièrement bénéfique aux petites économies insulaires car une part importante de leur croissance dépend des marchés internationaux. Et la politique de concurrence est l'allié naturel de toute politique d'ouverture des marchés. Dans une économie insulaire, protégée de forces compétitives extérieures, la politique de la concurrence veille à ce que les opérateurs privés ne créent pas d'obstacles artificiels supplémentaires pour leurs concurrents et les activités de ces derniers, au détriment du bien-être économique des consommateurs. Mais le rôle que la politique de concurrence peut jouer devient particulièrement intéressant au gré de la mise en œuvre d'une nouvelle politique industrielle d'ouverture des marchés. Et dans ce contexte, la politique de concurrence assure que les marchés qui viennent d'être ouverts restent accessibles et compétitifs, en aidant à éviter que les entreprises actives sur le marché local n'empêchent l'introduction d'une pression concurrentielle par toute une variété de comportements anticoncurrentiels.
Les gains attendus d'un assouplissement des conditions d'accès au marché seraient en effet fortement limités si des pratiques anticoncurrentielles par les acteurs déjà en place étaient encore en place ou pouvaient émerger. Une stratégie de diversification réussie s'appuie donc sur une politique de concurrence efficace, une politique qui stimule l'initiative entrepreneuriale, une politique qui encourage l'innovation et favorise à long terme un tissu économique plus riche et plus varié. Cela signifie-t-il pour autant qu'avec un début d'ouverture des marchés, la politique de la concurrence frappe immédiatement tous les secteurs de toute sa force, toujours, partout et invariablement? Dans ce contexte, on voit souvent des règles spéciales pour certains secteurs. Certaines sont invoquées, comme pour le secteur agricole, ce qui peut être crucial pour le coût de la vie. L'autorité le mentionne également dans le contexte de sa note économique. Cela dit, il est important de s'assurer que toute modulation de la politique de concurrence, par secteur, soit vraiment justifiée, nécessaire et proportionnée, afin d'éviter une trop grande limitation de la concurrence au détriment des consommateurs dans les secteurs visés, mais aussi au détriment de la compétitivité de l'économie calédonienne. Et cela d'autant plus que dans l'application du droit de la concurrence, au cas concret, les autorités prennent typiquement en compte les justifications et les gains d'efficacité que certains comportements peuvent engendrer. Je voudrais venir un instant aux risques liés à une trop grande dépendance économique. Nous avons déjà mentionné l'exportation du nickel de la Nouvelle-Calédonie. Les exportations de nickel constituent aujourd'hui 95% de toutes ces exportations. Or, une spécialisation excessive dans un secteur particulier rend toujours une économie vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux ou aux crises économiques internationales. En soutenant la diversification, la politique de concurrence aide aussi à réduire les risques liés à la dépendance économique. Elle contribue à minimiser ces risques en veillant à ce que des alternatives et à ce que la diversité puissent exister, stimulées par des échanges commerciaux au sein de marchés ouverts. Venons-en un instant à la question d'une éventuelle tension entre la politique de concurrence et la politique industrielle. La politique de concurrence est une politique transversale. Elle est fondée sur les notions d'efficacité économique et d'effets incitatifs qui complètent et contribuent aux autres politiques. Sa bonne application peut donc garantir qu'une politique industrielle soit plus efficace en aidant à établir les bonnes incitations. Et c'est pour cela que dans l'Union européenne, la politique de concurrence a joué et continuera de jouer un rôle fondamental dans la réalisation des grandes priorités de la Commission, bien entendu dans les limites de son mandat principal qui est la protection du bien-être des consommateurs. Dans les petites économies insulaires, elle permet, en présence de protection quantitative, de maintenir la concurrence subsistante. Et dans ce contexte, elle atténue les effets négatifs éventuels d'autres politiques pour les consommateurs. Dans un contexte d'ouverture des marchés, elle garantit que le marché reste ouvert et contribue ainsi aux objectifs d'une politique industrielle avisée. Dans les deux cas, je dirais que la politique de concurrence est plutôt complémentaire d'autres politiques, et notamment très complémentaire de la politique industrielle, puisque les deux, in fine, ont le même but, assurer la compétitivité de long terme de l'économie. En conclusion, une diversification efficace de l'économie doit aller de pair avec une politique de concurrence, elle aussi efficace, qui puisse jouer un rôle décisif à divers niveaux. Je vous remercie encore une fois chaleureusement pour votre attention et vous souhaite des discussions fructueuses lors de ce colloque. Voilà, donc c'est le directeur général de la Direction générale concurrence de la Commission européenne qui nous a fait l'honneur d'enregistrer ce message juste avant de partir à la retraite tout début du mois d'août. Et donc, dans cet esprit, la table ronde qui vient tout de suite là
traite notamment de la question de la dépendance économique, de la promotion de la diversification dans les économies insulaires, et pose la question d'une éventuelle tension ou complémentarité, comme le disait Olivier Guersan, entre politique industrielle et concurrence. Et pour traiter ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir 4 intervenants. Alors, Sébastien Matoura-Parsad, qui est à ma droite, qui est directeur du département économie et gestion de l'Université Antilles-Guyane. Il y a en ligne Philippe Jean-Pierre, qui est professeur d'économie à l'Université de La Réunion. Nous avons aussi Noah Koubak, qui est le directeur général du ministère des Affaires étrangères et du commerce extérieur du Vanuatu. Et enfin, Stephen Bond-Smith, qui est assistant professor à l'Université de Hawaï. Alors, les 2 premiers vont plutôt évoquer des questions de principe et du cadre de la question qui nous concerne, alors que les 2 derniers vont plutôt se préoccuper de situations très concrètes dans leurs territoires respectifs. Donc Sébastien, commençons par vous. Quelles sont les formes de dépendance des Outre-mer, peut-être pour bien définir les termes et qu'on sache de quoi on parle? C'est le micro est ouvert. Okay. First of all, thank you for the... Tu vas parler en français? En français, okay. Ça marche. Il y a la traduction. D'accord, parfait. Ça m'arrange parce qu'en fait, mon anglais ne va pas plus loin que Where is Brian? Je savais que ça me servirait un jour, ces 2 phrases. Merci, Madame Watson, pour cette leçon. Alors effectivement, ce sont des territoires qui sont extrêmement dépendants sous plusieurs angles. Les niveaux de dépendance sont, si je pourrais je ne vais pas faire une liste exhaustive, mais en tout cas parler des caractéristiques qui me semblent les plus importantes. Il y a une dépendance d'abord commerciale, qui est due aussi à un héritage du pacte colonial. Nous sommes l'ensemble des territoires d'outre-mer, ce sont des territoires qui importent énormément de produits manufacturés, notamment. Et ça trouve ses origines dans son histoire, parce qu'en fait, les colonies, si je vais remonter jusqu'au XVIIe siècle, 1635, quand les territoires ont été colonisés pour la première fois par les Européens, dans la Caraïbe, il n'y avait rien. Donc l'idée, c'était de faire venir approvisionner le territoire avec des produits qu'ils ne pouvaient pas trouver sur place et des produits qu'ils avaient dans le royaume français. Donc c'est là qu'on a mis en place cet approvisionnement qui est resté dans le temps. Les marchands, les négociants, c'est eux qui fixaient les prix. Et évidemment, lorsque vous offrez un produit sur un marché où il n'existe rien, vous avez la capacité de fixer le prix que vous voulez. Et en tant qu'individu rationnel, vous l'avez fixé le plus élevé possible. Et ce comportement est resté dans le temps. 400 ans plus tard, on a toujours des prix élevés de produits qui viennent de l'Hexagone. Donc c'est une trace du passé colonial. Dans le même temps, on a des exportations qui sont restées ciblées sur des cultures des monocultures, essentiellement canne, banane, sucre, rhum aux Antilles, océan Indien. Ce sont des secteurs de niche. Ça aussi, c'est un vestige du pacte colonial qui est resté. On voit encore les traces aujourd'hui. Et les tissus productifs, dans tout ça, sont assez étroits et peu diversifiés. Le fait d'avoir beaucoup d'importations et peu d'exportations, ça alimente le déficit commercial. Ça nourrit donc une dépendance, puisque finalement, on n'avait pas assez d'exportations pour financer les importations. Alors, l'avantage, entre guillemets, des territoires d'outre-mer, c'est qu'ils ne subissent pas la contrainte extérieure, c'est l'obligation pour un pays de financer ses importations avec ses exportations. Donc, pour les territoires d'outre-mer, ce n'est pas vraiment le souci. Alors, la balance commerciale se creuse indéfiniment. Un deuxième type de dépendance auquel je pense, c'est une dépendance énergétique qui rend le territoire extrêmement vulnérable. Quand vous n'avez pas vous ne pouvez pas compter sur vos propres énergies pour développer votre territoire. Ça vous capitalise beaucoup dans ce que vous pouvez faire. L'essentiel de l'énergie est d'origine hydrocarbure. Il y a maintenant de plus en plus d'énergie renouvelable
qui apparaît, mais ça reste encore très dépendant des hydrocarbures, que ce soit pour le carburant ou l'électricité. D'ailleurs, ça me fait penser que si la France est le premier pays européen en termes d'hydrocarbures sur le marché européen, dans les territoires d'outre-mer, il n'y a pas de biocarburants. Enfin, qu'est-ce que j'ai dit ? Je crois que j'ai dit une bêtise. Ouais, c'est ça. Si la France est le premier pays en termes d'utilisation de biocarburants, voilà, au niveau européen, ce n'est pas le cas des territoires d'outre-mer qui pourtant jouissent d'une biomasse, qui pourrait le faire, que ce soit première, deuxième ou voire troisième génération, ils auraient la capacité de le faire, mais on reste essentiellement dépendant des hydrocarbures. Troisième type de dépendance à laquelle je pense, c'est la dépendance qui serait d'ordre financier et budgétaire. Ce sont des territoires qui, comme on le sait, perçoivent énormément de transferts. La Cour des comptes, dans un rapport que j'avais lu en 2022 ou 2023, estimait que c'était à peu près 20 milliards d'euros qui étaient injectés chaque année dans les différents territoires d'outre-mer. Depuis une quinzaine d'années, 20 milliards, ce qui est conséquent. Ces transferts vont alimenter, que ce soit les secteurs d'activité, donc ça alimente finalement un peu tous les acteurs. Tous les acteurs en perçoivent. Donc c'est pas forcément cette notion d'économie d'assistanat. Parce que quand on parle d'économie d'assistanat, souvent on a tendance à penser que ce sont des ménages sociaux qui vont percevoir beaucoup, mais en fait ce sont l'ensemble des acteurs qui vont bénéficier de ces aides. Donc certes, sous forme d'allocation familiale par exemple pour les ménages nécessiteux, mais c'est aussi le cas des entreprises qui vont jouir d'exonérations par exemple ou de mesures de défiscalisation, ou des collectivités qui vont aussi percevoir des compensations, des dotations. La fonction publique, avec cette dynamique de transfert injecté, la fonction publique reste le principal pourvoyeur d'emploi dans l'ensemble des territoires. Ce qui ne veut pas dire que les autres secteurs, le secteur activité, ne jouent pas un rôle important. Ce n'est pas ce que je dis, mais la fonction publique est un gros pourvoyeur d'emploi. Alors, si il y a énormément de transferts qui sont injectés, si ces territoires sont extrêmement dépendants des importations, ça ne veut pas dire non plus que ce sont des territoires qui ne font que coûter. Parce que justement, le fait que ce soit des territoires qui importent énormément, ça veut dire que, de l'autre côté, ce sont des territoires qui aussi stimulent l'activité économique de la nation, donc qui trouvent beaucoup de débouchés dans ces territoires, parce que plus nous, on va importer, plus l'État, l'Hexagone, va exporter chez nous. Et ce qui fait que ce sont des débouchés qui sont extrêmement importants, finalement, pour l'Hexagone. Première chose. Et deuxième chose, les territoires, comme chaque territoire, payent des impôts. Et de ce côté-là, du côté du produit de la fiscalité, c'est une chose dont on ne parle pas beaucoup, mais vous avez un ensemble donc, dans la fiscalité, comme vous savez, vous avez la fiscalité directe, impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, puis vous avez la fiscalité indirecte, comme la TVA, etc., cotisations, charges, etc., il se trouve, et j'avais fait cet exercice-là pour la Guadeloupe dans le cadre d'une étude l'année dernière, je m'étais rendu compte que, alors dans le cadre de la Guadeloupe, j'avais pris l'année 2018, j'avais vu que c'était 3 milliards d'euros qui étaient payés sous forme de fiscalité. Donc pour mettre en perspective, le PIB de la Guadeloupe, c'est 9 milliards, donc c'est assez conséquent. Et sur ces 3 milliards, en fait, c'est 2 milliards qui repartaient au national. Et il y avait 1 milliard seulement qui restait, donc c'était 2 tiers en fait, qui partaient au national. Ce qui, pour le territoire, représente quand même quelque chose de substantiel. Donc on voit au moins que par ces deux aspects, ce sont des territoires qui rapportent quand même à la nation sous forme d'importation qu'ils réalisent, et puis sous forme de recettes fiscales générées pour le compte de la nation. On a donc des territoires qui restent quand même très dépendants, très dépendants aussi des transferts. Et cette dépendance aux transferts peut avoir un effet pervers. Là, j'ai envie de parler de ce qu'on appelle le syndrome hollandais. Alors, le syndrome hollandais, c'est un phénomène qui avait été observé dans les années 70 aux Pays-Bas,
suite à un boom de l'activité du gaz naturel. Les Pays-Bas avaient vu qu'il y avait c'était un boom qui était en capacité de générer beaucoup de richesses pour le territoire, pour le pays. Et donc, ils se sont engouffrés dans la production de gaz naturel, ce qui a apporté énormément d'argent pour le pays. Mais ce qui s'est passé, c'est que, justement, le pays a commencé à muter. Il y a eu beaucoup d'afflux, donc l'afflux de devises. Mais avec l'afflux de devises, il y a eu aussi une appréciation de la monnaie, de la devise locale. Et il y a eu tendance à avoir cette spécialisation dans le gaz naturel. Et avec la spécialisation, en fait, il y a un afflux de capitaux, enfin, un afflux de facteurs de production qui vont aller dans ce secteur d'activité. Donc, s'il y a un afflux de facteurs de production, que ce soit capital ou travail, qui vont dans le gaz naturel, c'est autant de facteurs qui quittent les autres territoires, qui quittent les autres secteurs d'activité. Et donc, ces spécialisations ont eu tendance à gommer un peu la diversification de l'économie. Et ce qui s'est passé, c'est que finalement, on a une croissance qui était devenue assez déséquilibrée. Et le territoire, enfin le pays, n'avait pas d'autre, était un peu bloqué parce qu'elle était en même temps tentée de continuer du gaz naturel et investir davantage, mais au détriment de son système qui tendait à péricliter dans son ensemble. Alors, je vous parle de ça parce que Bernard Poirine, qui était en poste en Polynésie, avait, dans les années 80 ou 90, pris cette idée-là pour expliquer que finalement, cette idée de Dutch disease, donc, qui avait été théorisée par Corden et Neri, deux économistes, dans le cas des Pays-Bas, et qui pouvait se retrouver dans d'autres économies, notamment la Trinidad avec le carburant, l'hydrocarbure. Bernard Poirine se disait, dans les territoires d'outre-mer français, il n'y a pas de gaz naturel, il n'y a pas de ressources naturelles énergétiques, mais on a des secteurs d'activité qui sont assez spécialisés dans ces territoires. Il avait fait une petite liste, il avait notamment repéré que les activités minières comme le nickel, il y avait aussi la position géostratégique des territoires et bien sûr le pouvoir public, la rente administrative, étaient des éléments, des secteurs d'activité qui, justement, attiraient des capitaux. Donc, les ressources n'étaient pas comme dans le cas des Pays-Bas, qui ne venaient pas de l'extérieur parce qu'il y avait une exportation, mais c'était une exportation de services ou de situations qui pouvaient rapporter beaucoup au territoire et que, en contrepartie, la France versait de l'argent. Donc, il avait interprété cette relation, cette injection de transferts importants, substantiels dans ces territoires, de cette façon-là. Et il tirait les conclusions que, justement, ça avait les mêmes effets que ce qu'on pouvait retrouver dans le cas des Pays-Bas. C'est-à-dire qu'on avait une hausse relative des prix et du coût du travail, puisque vous avez cette spécialisation dans ces secteurs d'activité. Donc, beaucoup de travailleurs veulent aller dans les secteurs d'activité qui sont les plus en pointe, ou en tout cas les plus développés. Vous aviez donc une réduction un effet de taux d'arreau qui pouvait s'opérer, c'est-à-dire que vous avez des travailleurs qui, en attente d'un emploi dans les secteurs les plus rémunérateurs, se mettaient au chômage volontaire. Okay, donc ça crée une situation de chômage et c'est aussi une source d'explication du chômage de masse qu'on a pu observer dans les territoires. Bien sûr, cet effet taux d'arreau a été un peu gommé dans le temps. On a moins cette situation aujourd'hui. Mais on a quand même encore, compte tenu de cette politique de transfert et de rente, en fait, ces effets de captation de facteurs de production. Je vous donne un exemple. Sur un secteur d'activité que je connais un petit peu. Prenez le rhum. Le rhum aux Antilles, c'est un des secteurs qui est le plus en activité, le plus soutenu aussi par la puissance publique. Quand le rhum, puisqu'il est subventionné par divers moyens, que ce soit au niveau de la collecte, enfin de la coupe de la canne, du transport de la canne, de la production de rhum, de la production de sucre aussi. Enfin, il y a beaucoup de dispositifs qui soutiennent la filière canne-sucre-rhum. Mais ce sont des secteurs qui sont les plus rémunérateurs. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les propriétaires vont
pouvoir aspirer les facteurs de production, que ce soit les capitales, les machines ou les travailleurs, qui vont aller vers les secteurs les plus en boom. Mais dans le même temps, ce sont aussi les autres cultures agricoles qui sont délaissées. Et puisque ces secteurs sont délaissés, donc il y a moins de production agricole, donc tout ce qui va être igname, patates douces, etc., ben, ça crée aussi une rareté. Et cette rareté va participer à une augmentation des prix. Donc on voit que finalement, de façon assez indirecte, cette situation de rente participe aussi à la vie chère. Alors j'ai accéléré un petit peu. Je sais qu'il a parlé tout à l'heure de l'aspect de diversification et de spécialisation. C'est vrai que c'est un vrai débat. Est-ce qu'on doit faire de la diversification ou de la spécialisation? Il faut avoir les moyens aussi de se diversifier. C'est sûr qu'un petit territoire aura certainement du mal à faire un peu de tout, parce qu'il ne va pas pouvoir atteindre une masse critique de manière à avoir des économies d'échelle, de rendre son activité rentable. Dans le même temps, on est aussi tenté de faire de la spécialisation, donc on en a parlé, des dangers de la spécialisation, de voir finalement que ça peut contribuer aussi à renchérir la situation de vie chère. Économiste Ricardo, qui dit que justement, voilà, quand il y a deux pays échangent, chaque État, chaque pays a intérêt à se spécialiser dans la production d'une activité pour laquelle il a plus d'avantages comparés. C'est-à-dire qu'il va se spécialiser dans la production qui lui rapporte le plus, relativement plus par rapport à l'autre pays, de manière à augmenter la taille critique des marchés, pouvoir produire à moins cher, donc réaliser des économies d'échelle. Et puis bon, j'arrivais sur une dernière chose, c'est qu'on parle aussi de vulnérabilité. Ce sont des territoires qui sont extrêmement vulnérables. D'un côté, vous avez une dépendance qui est entretenue par des vulnérabilités, puisqu'il y a un besoin de soutien qui est généré. Donc, et puis ces vulnérabilités sont d'ordre environnemental ou sanitaire. Donc ça nécessite aussi un accompagnement, un soutien. Donc ça entretient une certaine dépendance. Mais d'un autre, vous avez aussi cette dépendance qui elle-même va générer des situations de vulnérabilité. Quand vous avez une spécialisation dans un secteur d'activité, c'est que vous avez une faible diversification, donc une faible autonomie. Et là, je pense notamment à une situation d'ordre sur le plan économique ou social. Alors, ce sont des territoires qui sont très vulnérables par leur taille, très petits, qui, l'ensemble des Outre-mer, ça représente à peu près 200 000 km² à peu près. Ça, c'est en termes de superficie de la Terre. Mais quand vous considérez maintenant la mer, ce sont des territoires qui sont extrêmement grands et qui permettent à la France, d'ailleurs, d'être la deuxième puissance en termes de zone économique exclusive et d'atteindre une surface de 10 millions de kilomètres carrés. Donc ça veut dire que ce sont des territoires infiniment petits par leur terre, mais infiniment grands par leur mer. Et il se trouve que là, c'est un avantage comparé, non seulement par rapport à la France, puisqu'on est avec cette surface, on est capable de discuter avec la France, mais avec le reste du monde. Deuxième puissance mondiale, c'est extrêmement puissant. Voilà, j'ai monté sur ces notes positives et qui ouvrent un champ des possibles. Merci Sébastien. Donc on a fait un petit tour sur les questions de dépendance et aussi un peu d'arbitrage entre spécialisation et diversification. Philippe, quelle est votre perspective concernant l'apparente tension entre politique industrielle et politique de concurrence dans les économies insulaires ? D'abord, et bonjour à toutes et à tous, à ceux que je ne vois pas forcément dans la salle, et en tout cas à Sébastien que je retrouve avec plaisir. Quand vous me posez effectivement cette question de trouver la ligne de crête entre politique de la concurrence et politique industrielle, et de voir comment cela peut être imaginé pour servir justement les enjeux de diversification. Bon, déjà, beaucoup d'éléments ont été énoncés par le représentant de la commission, le directeur de la commission, qui est intervenu précédemment, également des pistes pour augurer un petit peu de cette réflexion sur la combinaison savante par Sébastien. Bon,
Bon, il est d'abord clair que l'idée qui consistait à dire que c'était des faux amis ou qu'on les opposait parce que l'une ne pouvait pas aller avec l'autre est dépassée et que maintenant il y a justement une mobilisation intelligente des deux leviers, que la politique de la concurrence, qui n'est pas vue simplement comme ni le gendarme ou le marteau qui viendrait, on va dire, abasourdir toute tentative d'émergence de champions, celle-ci est dépassée. Au contraire, la prise de conscience peut servir, peut accompagner la montée en puissance ou la consolidation des moteurs. La question, c'est justement quel type de politique industrielle permet de faire s'adapter encore plus rapidement on va dire les moteurs traditionnels aux nouveaux enjeux du monde, ou au contraire d'accélérer l'émergence des nouveaux moteurs que Sébastien, par exemple, a cité tout à l'heure, lorsqu'il faut effectivement réfléchir au choix de spécialisation. Dans ce cadre, une politique de la concurrence peut être utile si elle, bien entendu, permet déjà de rendre lisibles les règles et de stimuler l'émergence de nouveaux champions, de rendre accessibles ces marchés, de faire en sorte, par exemple, que l'accès aux ressources ou aux matières ou aux ingrédients nécessaires aux champions ou aux acteurs actuels, aux acteurs en place, puisse être facilité afin que ceux-ci puissent justement être encore plus efficaces que par le passé. Car si un acteur en place est obligé de passer par un seul canal, qui forcément lui coûtera plus cher pour pouvoir, on va dire, continuer à exister, cela ne lui facilitera pas l'existence. Un autre exemple de politique de la concurrence qui peut être utile au fonctionnement de l'économie, c'est que logiquement, plus il y a de concurrence, plus logiquement votre position est susceptible d'être menacée. Et normalement, vous essayez de défendre cette position en étant le plus agile, le plus compétitif, en étant le plus efficace possible. Et dans ce cadre, on va dire, vous faites usage d'outils tels que l'innovation, par exemple, pour pouvoir maintenir votre marché, pour faire en sorte que les consommateurs viendront acheter vos produits, soit parce qu'ils coûteront toujours le moins cher, parce que vous avez un type de production le plus efficace, et cela renvoie aux mécanismes des fondamentaux tels que avantage comparatif énoncé par Sébastien, soit en jouant avantage absolu et avantage comparatif, soit parce que les consommateurs ne regarderont pas forcément le prix, mais regarderont la qualité ou choisiront les produits que vous produisez pour leur qualité propre, leurs caractéristiques intrinsèques. Là, l'innovation aussi est utile. Même si, d'une certaine façon, les travaux que nous accomplissons ne montrent pas forcément qu'une forme de linéarité, que dans l'innovation tout est bon, ou que parce que vous faites de l'innovation, à ce moment-là, il n'y aurait que des avantages. Et puis aussi parce que la concurrence ne serait que totalement favorable à l'innovation. Certains vont dire, mais vous faites émerger l'innovation, vous stimulez l'innovation, des acteurs s'en emparent et peuvent à leur tour créer des positions de monopole. On le voit dans les fameux GAFAM appliqués à l'échelle planétaire. Puis dans ce cadre-là, la politique industrielle qui peut se dire, mais oui, mais à ce moment-là, si on affine trop la granulométrie des acteurs pour éviter que certains d'entre eux puissent prendre des positions dominantes trop importantes, que vais-je devenir? De nouveau, c'est là qu'il s'agit d'imaginer non pas une politique, et sans faire insulte à ceux qui la conçoivent, une politique industrielle intelligente, mais bien entendu, c'est vrai qu'il y a là la réflexion autour des bons choix de spécialisation que doit accompagner la politique de la concurrence, mais aussi la politique industrielle. Alors, on peut citer l'exemple des récentes Smart Specialization Strategy qui a été mobilisée au niveau de l'Union européenne, appliquée aux régions ultra-périphériques, mais qui pourrait être aussi étendue à d'autres territoires périphériques. Donc, il y a là tout un enjeu également d'imaginer, sans faire insulte de nouveau aux parties prenantes ou aux acteurs, à une combinaison savante, intelligente des ressources nécessaires, des talents des économies territoriales étudiées, et puis cette combinaison permettant de générer aujourd'hui des spécialisations utiles, alors utiles et efficaces. Ça signifie peut-être, dans ce cadre-là, que la politique industrielle puisse, à la fois sur le très court terme, imaginer les ingrédients nécessaires rapides à la floraison de ces jeunes pousses ou de ces nouveaux secteurs, tout en consolidant, parce que là, ça ne s'opère pas comme ça, on va dire d'une déclaration sur la table, en consolidant la transition des secteurs traditionnels, assurer la combinaison entre les ressources consommées par les secteurs traditionnels et les nouveaux secteurs, ce qui là aussi
nécessite d'avoir un lissage progressif de cette transition économique. Faire en sorte ensuite que la réflexion soit opérée autour de quel type de secteur, nouveau secteur promouvoir, quel type de nouveau secteur promouvoir, pour qui, pourquoi. Alors je ne sais pas si il conviendra de l'aborder, mais quel type de secteur, donc quel type de spécialisation, pour compléter l'approche de Sébastien, bien entendu, mobiliser les avantages comparatifs traditionnels ou de ceux qui existent déjà parce que les territoires ultramarins disposent déjà d'atouts naturels, mais il s'agit de concevoir peut-être ces choix de spécialisation dans le fait que ces territoires ont eux-mêmes des défis colossaux à affronter, à relever, et que ceci peut être soit source de fatalité, en disant finalement on plie les bras et on suivra ce qui va se passer dans le domaine du climat, dans le domaine des transitions énergétiques, Sébastien l'a dit tout à l'heure, dans le domaine peut-être des équilibres sociaux, nous essayons de construire des vivre ensemble sur des petits cailloux, ce n'est pas tout à fait évident. Tout ça peut être source de positions fatalistes ou au contraire d'opportunités pour y trouver des solutions et trouver des combinaisons savantes pour pouvoir justement exporter ces solutions qui jusqu'ici ne sont pas produites ailleurs. Par ailleurs, nous avons comme aussi possibilité que dans ces politiques de la concurrence, permettre de faire en sorte que nous avons démontré à travers l'histoire économique de nos développements contemporains, que nous avons été champions de ce qu'on appellerait en anglais ou en management la downsization. C'est-à-dire nous avons réussi parfois à prendre des solutions qui existaient à l'échelle continentale et nous avons réussi à les adapter à nos territoires petits. Alors l'inverse pourrait être vrai également. Peut-être que nous pourrions utiliser ces talents pour montrer que nous pourrions pousser du petit au grand. Les solutions qui pourraient être imaginées en Nouvelle-Calédonie ou dans les autres territoires périphériques pourraient être, on va dire, bien entendu, avoir fait leurs démonstrations qui sont utiles au climat, qui sont utiles à la façon avec laquelle les populations, les sociétés peuvent créer leurs propres sources de prospérité, puisqu'on puisse trouver les équilibres sociaux dans le cadre de l'aménagement du territoire. Construire une ville, accepter les habitants n'est pas si facile que ça. Beaucoup de territoires continentaux nous le demandent. On a traité récemment, et un rapport de la Cour des comptes a démontré au niveau de la Réunion, la question des déchets. Sur les petits territoires, la question des déchets est une question prégnante. Pour cela, les solutions que nous devons trouver, que nous avons parfois déjà trouvées, peuvent être aussi imaginées pour pouvoir, on va dire, les conduire et être exportées sur des territoires continentaux qui seraient exposés à des défis similaires. Parce qu'ils sont aussi isolés, parce que quand vous êtes dans le fin fond du Canada ou dans certains territoires de France et de Navarre qui sont très ruraux ou très isolés, vous avez parfois des caractéristiques similaires ou proches ou voisines des territoires insulaires. Et puis ensuite, dans cette, on va dire, perspective de vouloir mobiliser et conjuguer politique de l'industriel et politique de la concurrence, c'est au service des bons choix de spécialisation, comme je le disais. C'est-à-dire, c'est quoi? Là aussi, nous en revenons. Là où nous avions une vision un petit peu d'autonomie, de diversification, puisque c'est le thème de votre conférence, de la présente conférence, d'avoir peut-être derrière cela une forme naïve ou romantique de la diversification, en disant, et je le vois de traverser, nous souhaitons peut-être vouloir tout faire, à la vision un peu gaullienne de nos économies régionales, comme De Gaulle l'avait dans les années 60, avec la volonté que la France puisse tout faire, aussi bien de la boîte de conserve, de la voiture du Concorde et de l'armement. Nous en revenons et nous disons que pour nos petites économies, si nous avons démarré les débuts des années 2010 en disant effectivement nous souhaitions avoir certaines formes de souveraineté, d'autonomie, de diversification tous azimuts, avec des choix de spécialisation qui n'en étaient plus parce que nous voulions tout faire, nous revenons aujourd'hui sur plutôt la réflexion autour du fait que certes, nous pouvons imaginer embrasser de nouveaux secteurs, mais dans ces nouveaux secteurs, identifier les parties de la chaîne de valeur mondiale dans lesquelles nous devrions nous spécialiser. Non plus nous spécialiser dans l'entièreté de la chaîne de valeur. Tout ne sera pas fait en Nouvelle-Calédonie, tout ne sera pas fait à La Réunion, ni en Guadeloupe, ni en Guyane, ni en Martinique. En revanche, ces différentes économies disposent de talents particuliers, aidés, accompagnés par une politique de l'industriel, facilitée par une politique de la concurrence adaptée, qui permettrait de saisir le bon chaînon dans lequel nous pourrions être spécialisés. Donc là, cela conduit à nous dire que nous pourrions imaginer, et c'est cette grande réflexion qui doit être aussi posée à l'échelle des différents territoires, nous ne souhaitons pas être le territoire de tout forcément, mais être le territoire de. Donc, qu'est-ce que le territoire de, avec un grand LE majuscule, doit conduire à imaginer, à poser quelques grandes bases. Enfin, je voudrais peut-être conclure cette partie d'intervention en disant, quand nous avons SOESAF, la concurrence, comme l'a dit le directeur précédent, c'est qu'elle doit aussi veiller à ce que les
rente ne soit pas recréée ni consolidée, à ce que les équilibres concernant les ménages et les consommateurs soient préservés. Donc effectivement, ne pas recréer ce qui a peut-être été fait dans le thé en disant que derrière cette volonté de créer une économie locale, chaque médaille avait son revers, on poursuivit un bel objectif, mais néanmoins, 10 ou 15 ou 20 ou 30 ans plus tard, cela se transformait en cauchemar parfois dans un certain nombre de secteurs avec des questions que l'on voit aujourd'hui en termes de pouvoir d'achat ou des questions sociétales et sociales. Puis enfin, et puis il y a aussi l'idée que, quelles que soient les imaginations que nous pourrions faire, de savoir se conjuguer politique de la concurrence et politique industrielle, ne pas prendre le risque de la pente glissante, du fait que pour être efficace, il faudrait aussi, on va dire, s'adapter à tous les paradigmes mondiaux. C'est une nécessité, nous sommes des économies ouvertes et nous souhaitons qu'elles continuent à l'être. Néanmoins, ce qui a été peut-être eu été fait dans les années 70-90 dans un certain nombre de territoires d'outre-mer, c'est d'imaginer des secteurs qui pourraient exister, mais qui en même temps seraient davantage compétitifs. Et on l'a bien vu, les entrepreneurs, c'est tout à fait naturel, ont fait le choix souvent de substituer du capital au travail et d'imaginer, on va dire, des croissances de leur entreprise, des croissances aussi ensuite au niveau macroéconomique de leur économie, qui allaient être peut-être un peu plus faiblement en contenu d'emploi que celles que nous pourrions imaginer, ce qui viendrait consolider l'approche aussi de Sébastien, qui a identifié quelques moteurs ou quelques facteurs qui soutenaient le chômage. C'est qu'une croissance avec un faible contenu en emploi n'est pas là aussi pour résoudre les maux MAUX que nous rencontrons dans nos territoires. Donc, quoi, quel secteur, pour qui, en préservant les équilibres sociaux et comment, en termes de choix de spécialisation. Voilà un cadre qui nécessite d'être pris en compte pour pouvoir trouver, comme je vous le disais, cette savante combinaison aux lignes de crête entre politique de la concurrence et politique industrielle. Merci beaucoup, Philippe. Et je trouve que c'est une très bonne transition vers l'expérience de Steven à Hawaï. Donc, je vais basculer en anglais juste pour notre intervenant qui s'exprime en langue anglaise. So, Hawaii is mostly known for very nice beaches and, of course, outstanding holiday resorts, and maybe not much else. And it seems to be working fine for a very long time. However, there are now calls to try and find diversity in economic activity. So I'm not sure, I don't know if it was a Dutch disease, tourism for Hawaii. It's a bit bizarre to call it that way. But at least it did look like a very specific specialization. And Stephen, given everything given your job and what you've been doing for Hawaii, can you tell us more about the context for this thinking about diversification for Hawaii? And sort of, what sort of principles have been followed? I mean, we've already heard a bit about the SMART framework advocated by the European Commission. I know you've been using also other frameworks. So can you tell us a bit more about what's been the thought process around diversification in Hawaii? So Hawaii highly specialized in tourism, largely almost by accident. It was, well, not entirely by accident. So in the past, Hawaii's economy has generally always been very specialized, and I think this is quite natural for a small, open economy. And Hawaii is as open as an economy can be. So it's even more open than when you think about provinces or states in the European Union, that Hawaii is, a fully integrated state of the United States. And so it's as open as possible with the rest of the United States, and therefore it specializes in its comparative advantage and then trading with the rest of the United States. So I think of Hawaii in that sort of context, that it's natural for it to specialize in its main industry. And in the past, that was pineapples and sugarcane. But in around the 60s and 70s, they decided that they were too specialized in that, and they kind of wanted to diversify away from that. And so tourism was sort of chosen, and they invested in various pieces of infrastructure, such as airports and one of the largest shopping malls in the world, various other investments over time. Later on, they invested in a convention center. And so they deliberately chose tourism, but because it's a small, open economy, it naturally tends to specialize a lot more in its comparative advantage. And so since then, those other comparative advantages that it used to have disappeared as well. So there's no sugarcane left in Hawaii. There's very little pineapples.
that really shifted headfirst into tourism. And the big problem has really been, there's been sort of two major, well, I'll start with, there's some short-term effects, short-term problems, which is, during the pandemic particularly, tourism was hit very hard in Hawaii. And this was because both there was local restrictions on visitors coming, they had to be tested and various things, but also lockdowns in other places. And then there was just a lower appetite for travel. And so tourism declined massively during the pandemic, but that type of shock was not also completely unusual. If you look at previous shocks, exogenous shocks such as the 2001 recession and 9/11, or the global financial crisis that then led to the Great Recession, there was also a big shock to tourism. And you look further back at the 1991 recession, there was also a hurricane that hit Kauai. Each of these events really shocked tourism and shocked the Hawaii economy because it is so specialized. So those are sort of short-term risks that trigger that need to diversify. But there's also this long-term risk that tourism itself has not really generated a whole lot of extra value added for Hawaii for a very long time. And this comes off the back of essentially Japan was one of the major sources of visitors for Hawaii in the 70s and 80s. But since the Asian financial crisis, Japan's visitor numbers have generally declined considerably, but also their spending patterns have changed. So it used to be that the yen was extremely valuable. The yen is now much less valuable than it used to be. The dollar is much higher. And so Japanese tourists aren't spending the amount that they used to. They used to come here and they would spend a lot on retail and a lot because they had so much more purchasing power. But now they're no longer spending at the same rate compared to other visitors. And the spending profile of U.S. visitors, which have sort of replaced these Japanese visitors, is also very different than the former Japanese visitors. So the American tourists that come to Hawaii, they might be more likely to stay in a hotel. They're more likely, in a hotel rather than a resort, or in an Airbnb rather than a resort. They're more likely to, say, go hiking and do some of these sort of free activities rather than the more expensive activities that the Japanese tourists were doing in the 80s. And so there's been a continued increase in the number of visitors, but the amount that they're spending, the real amount of total tourism spending, has essentially been flat or negative since 1990. And it goes up and down, but it generally has stayed about flat since 1990, even though the number of visitors keeps rising. And so that also drives less and less value added being able to come from tourism. And so that's why people are now constantly looking for alternative industries. I think the other issue right now is this context of over-tourism. So Hawaii has 1.4 million people, but they get 10 million visitors per year. And this isn't as bad as some of the places, say, in Europe, but it's such a high ratio of tourists to locals. And if you go to Maui in the middle of summer, 1 in 2 people on the island is a visitor, a tourist. So that sort of creates some discontent around tourism as well, and people would prefer perhaps not to have quite so many tourists, but then they need other industries to be able to provide employment and income. On the back of that sort of background, my position at the University of Hawaii Economic Research Organization was created around this idea of looking for diversification opportunities. And so in order to pursue that, I looked at something called the principle of relatedness. So relatedness is this idea that economies grow and diversify by branching out from what they're already good at. And it's not that they can do something completely different. They take the existing capabilities that they have. They perhaps need to add a few extra new capabilities, but that combination of capabilities is what can create a new industry. So relatedness came from both macro development economics, but also from economic geography. And they came at it from sort of 2 different directions. The trade and development economists looked at export patterns and what types of products were exported together. The geographers were looking at what types of industries were in different regions. But they've ended up converging to these same types of methods. And this method of relatedness is now being described as a principle because it's become now so widely used for many different sort of applications. And it's also being used for designing or assessing smart specialization strategies in the European Union, and
I think this is actually a really good principle for thinking about what are the diversification options for island economies. So essentially, relatedness is a measure that describes how industries are related to each other. It's a way of understanding what a region's capabilities are, what types of industries it could go into and potentially host. And it's very predictive of these sort of diversification patterns and development patterns, as well as having now decades of evidence backing it up as a predictive measure. So it's now being applied to policy problems such as smart specialization, and I decided to use this approach to look at diversification opportunities for Hawaii. So relatedness is based on this idea that each industry is based on a combination or a recipe of many, many different capabilities. Some of those capabilities are things like skills or infrastructure. Some are natural resources. It can be many different types of capabilities. And these combinations are what make up an industry. And when a region has all of the capabilities necessary for an industry, it will host that industry. But when a region has most of those capabilities, it wouldn't take much effort to be able to add some additional capabilities and establish a new industry. And so when two industries have very similar sets of capabilities, they won't be exactly the same because they're different industries. But the fact that they require similar capabilities means that if you host one of those industries, it's going to be much easier to shift into another. And so those industries are said to be related. But it's difficult to know what capabilities a region hosts. And it's very difficult to know what combinations of capabilities a particular industry needs. And we don't even necessarily measure these things. What we measure is the industries themselves. We don't measure the capabilities. So the method that's used is to understand the relationships between industries, and that can imply what the underlying capabilities are, whether they have suitable capabilities for particular industries. So the first thing that's required to understand relatedness is to map this relatedness space between industries. And so we used employment count data for the 700 odd different industry classifications in the US across 3,000 counties. And we looked at how frequently do we see two industries together in the same region. We calculate a conditional probability that if one industry is present, what's the probability that another industry is going to be present in the same county? And then we normalize that probability to figure out whether or not it's just random or if there is some higher than random allocation. And this tells us sort of a measure of whether two industries are related. The next thing to do was to see where Hawaii's place is within that industry map. So if we take the list of all of the industries that are in Hawaii where there's a comparative advantage or a location quotient higher than 1 in Hawaii, and we did this for each of the 4 counties in Hawaii, we can then see the density of related industries that are there. And naturally, the industries that are strong in Hawaii tend to have a really high relatedness density, indicating the relatedness density is an indicator of feasibility, and that matches up that those industries happen to be present. But the diversification opportunities, they're the ones that have this high relatedness density, but they're ones that are still relatively small, they're relatively weak. And so it suggests that Hawaii has most of the necessary capabilities for those industries, but it wouldn't take it. There is some capability that's missing that's preventing that industry from appearing. The other thing we did was use relatedness to look at different types of clusters. So we looked at the intensity of industry relatedness within a cluster, and this could be used to target particular clusters for economic development or for diversification. But it would be that these are clusters that both host, that Hawaii already hosts some of the industries in those clusters, but it would also include industries in the cluster that Hawaii doesn't yet host. And so by prioritizing clusters based on relatedness rather than based on purely existing presence, it means it gives that opportunity for the cluster to also diversify and help support diversification. And so the types of clusters that we see are typically related to tourism. The hospitality and tourism is the major cluster, but then there's other clusters like local hospitality and local retail or performing arts. These are all things that are also being used by tourists. They're really part of it. But 2 clusters that really stood out to us were water transportation. So this is around shipping and boat building, and fishing and aquaculture. So both of these clusters are relatively small in Hawaii. There's not a lot of
industries from those clusters, but it appears that the industries in those clusters are highly related to things that are already in Hawaii, such as the ports or various other capabilities that we have. And so those things appear as being types of clusters that would have strong diversification options for Hawaii. The other one that was really interesting was the education and knowledge creation cluster. So in Honolulu, we have several universities, but particularly this is also interesting for the neighbor islands. So on Maui and on the Big Island, there's also some giant telescopes, for example, on the tops of those volcanoes, and there's a whole lot of science and R&D that's done around that. So on also those neighbor islands, which have much smaller industry, there is I think there is a significant industry around education and R&D. And then they also host other businesses. I think Boeing has a facility on Maui. And part of this also relates to work that's done in Hawaii for the defense sector. So the US has a very large defense presence in Hawaii. There isn't a huge amount of industry related to that, but there potentially could be. Right? And so this was coming through in the data patterns that we looked at. But in terms of these diversification options, what's nice about this approach is it provides an objective basis for thinking about what are the diversification opportunities. So the big problem I feel with diversification policy is that generally it's very tempting for a politician to listen to the loudest voices or to listen to their particular donors or supporters. But this provides a objective measure of what are the likely feasible industries. But the conclusion that I came to after doing all this analysis was that in order to realize these industries, in order to establish these industries, there must be some barrier that needed to be addressed. So the reason these industries don't exist is because some capability is missing. There must be some barrier to developing those industries, and there's no way that we can identify exactly what that barrier is. So the main conclusion that I draw from it is that we need to design a policy that helps to reveal private information about what the barriers to diversification are. What are the barriers to particular new industries that are preventing those industries from emerging? Now, sometimes those barriers are very obvious. I would get, say, mining might come up as one of the potential industries, but the reason that mining appears is just that the places that have mining have also some very ordinary industries that happen to appear in Hawaii. But the mining is where it is because it has particular natural resources. And if we don't have those natural resources, well, mining's not going to appear. So the barrier to mining is the lack of the natural resources. It's simply that industry is not going to happen. But for other industries, it's not necessarily quite so clear as to why they don't appear. So why is there not more fishing, or why is there not a lot of deep water aquaculture in Hawaii? There is some interesting aquaculture in Hawaii around the shrimp broodstock, and they have a facility in on the Big Island where they take cold water from deep down in the ocean, because Hawaii is surrounded by deep oceans, and so they can use that colder water to produce shrimp broodstock, which is then used to supply shrimp aquaculture all around the world in a very large share. And that's been very successful, but it's taken a very long time for that to become established. That facility was started in the 1980s. But essentially those types of initiatives of establishing a facility like that help to address barriers to those new industries. And so what I'm working on right now is to design a policy or a government agency that would facilitate investment in these types of initiatives that can establish new industries. And so this agency would, or this policy would seek private proposals to reveal that private information about what are the barriers to new industries. And proposals need to come from the public, because the people with really deep and meaningful knowledge of their industries, those are the people that actually understand what those barriers are. Now, those proposals would be assessed on a variety of different factors, but the main thing that I want them to be assessed on is around whether or not the market can resolve that issue on its own. So it needs to be that the types of problems that such an agency would be addressing is something that the market simply can't do. Now, I'm not saying they need to come to a really high standard of evidence to demonstrate the market failure, but at least the market failure needs to be plausible. And the exact form of investment could be negotiated in various different ways. It could start with, say, grants as a feasibility study, and then later lead to some sort of co-investment, which could be, say, via equity or a loan. And
And then also when those loans and equity repaid, that funding could then continue for further projects down the road. But the investment also shouldn't be directed towards any particular business. We're not trying to pick winners. We're picking sort of winning industries, but we still want the entrepreneurial discovery process to emerge on its own. So whatever type of initiative gets invested in should be something that maintains that market discovery process, that who is actually going to be the most efficient or productive or innovative provider. And so the policy or the initiative shouldn't necessarily pick exactly who that would be. Instead, the policy is providing the piece of infrastructure that enables that industry to emerge then on its own through a market discovery process. But the real crucial thing to how these sort of projects and initiatives are successful, I believe, is more about the monitoring and governance after it's been invested in, right? So the initiative determines that there's some sort of market failure, there's some coordination problem or something that the market can't resolve as itself. We can invest, we can get rid of that barrier. But what happens next is that the measures of a successful initiative need to be constantly monitored and assessed. And if those measures are achieving success, then that's great, and there should be a plan in place to eventually withdraw that support and let the market continue to facilitate that industry. If those measures are not being achieved, then there's a problem. Is it that we're measuring the wrong thing and we should measure something different? Should the project be adapted? Or ultimately, should the project be abandoned? So the strength of the monitoring and governance is what would prevent the types of initiatives just becoming a black hole of money going in and not being held accountable for what it was intended. And as long as if that monitoring and governance is strong enough, then hopefully the successes will outweigh the failures. There will be a lot of failures with these types of initiatives because we can't always get it right. There are a lot of failures in the market as well, and we should just accept that there are going to be failures, but we need to be able to address those failures before they become exorbitantly expensive. Thank you, Stephen. So that's the main lesson to draw, I think, from my experience in Hawaii, is that it's perhaps more important to think about the policy design and the governance and the monitoring than to think necessarily about what are the specific industries that are going to emerge. Yes, not only the what, but the how. So thank you very much for this. I suggest we turn to Noah, if Noah can hear us and participate. I know he's had difficulties to connect. Noah? Hi, can you hear me? We can hear you indeed. We do not see you, but we can hear you. We can even see you now. Welcome. Thank you. I think it's been really incredibly difficult for you, so I apologize for all the technical difficulties you've had, but we are delighted that you are with us now. And it's actually a good sequence with your fellow panelists. And I think we'd really be interested in hearing from you about what's been Vanuatu's economic diversification strategy, and also maybe if you can tell us a bit about sort of direct investment, if you have time. Thank you. Thank you very much, Madam Chair, and my apologies. I was just trying to sort out all these technical issues. But just in terms of Vanuatu's perspective, as a vulnerable economy, small island developing states removed from the main markets, and also a trade deficit because we are net food importing countries, increased reliance on the imports, and also issues of food security, continue to undermine the development aspirations, and in particular aligning to the National Sustainable Development Plan of Vanuatu 2030 agenda, and the well-being of the people. One of the limitations is, as I said, the smallness of our market. We are removed from the main international market, and we are trying our best to integrate regionally, but also internationally into the global value chain. And also, I think one of the issues is the cost of trade and services.
and the challenges, it's actually aligns directly to the economic growth of the country. We have also the issues of imports that are not up to standards that will cause as well the opportunities for affecting the health and the well-being of our people, but also the job opportunities that are lost because some new investment that are coming in are now putting the jobs to the side or even investment on the side. And that's a big concern for the government that we are actually now looking at the policies to retain those businesses and continue to support them with incentives, and also ensuring that we don't negatively impact the businesses. I think you have seen it also what the trend is happening now. Most of our young people are actually moving to greener pastures, so they are going to New Zealand and Australia on a seasonal work program, but is also affecting the economic diversifications within the country. I think now what we are doing is that looking at how we can strengthen our foreign direct investment strategies to ensure that when those youth are coming back after the skills they acquire in Australia and New Zealand, they can actually come and reinvest with what they receive, in particular the remittances, but also other savings that they wanted to venture into businesses, for instance. So one of the other approach as well is that to look at the public-private partnership approach that we are looking at, for instance, when it comes to the bigger sectors, for instance, education, but also hospital, the health sector. And that's some of the areas that we wanted to make sure that the foreign direct investment policies is conducive to attract those investment into the country, and also improving the business environment that is, the investors wants to come and invest in the country. I think one of the issues within the FDI, it's also to raise citizens' welfare and supporting transparent and environmental alignment to this private sector-led growth, and also looking at how we can ensure that our commitment within the World Trade Organization is ensuring that there is no discrimination. There will be some exceptions, but I would say in terms of national treatment or special and differential treatment will have to play when we attract investment to the country. I think one of the points that I wanted to highlight as well is that the regulations, mainly for the Foreign Investment Act, requires that foreign investors to obtain an approval certificate, and also outlines processes for entry, treatment, and promotions of FDI. That's like 100% foreign ownership in most sectors. So focuses on sustainable economic growth and provide streamlined approval processes for investors through the Vanuatu Foreign Investment Promotion Agency. We call it as FIPA now. But before was Vanuatu Investment Promotion Authority, VIPA. So in terms of attracting investment in the countries, I think that's said. It's more to look at focus on welfare of citizens, private sector growth, open and conducive environment to make sure that we fostering open, transparent, and conducive policy environment to attract and maintain foreign investment, liberal equity policy that's more for foreign investors, who are generally allowed to own 100% of equity in the investments, including new projects and expansion of existing companies. And then we have regulations on FDI, which, as I said, Vanuatu Foreign Investment Act establishes and regulates the system for appraising and approving foreign investment proposals. The certificate, as I alluded earlier,
must obtain, the foreign investors must obtain an approval certificate to invest in the country. Otherwise, without an authorized document, then they can consider as illegally established in the country. And the role of the agency is to ensure that promotion and marketing and facilitating of the FDI is actually there. So you can also, in terms of the applications processes, submit the application online, and the approval times is actually within the 15 working days if all the documents are completed. And as I said, they're now an online platform that you can launch your registrations online, and they will screen all the processes. And also in terms of promotion effort, the government is supportive policies are designed to provide an environment that facilitates foreign investment. The sectors, as I said, tourism is one of the big sector, agriculture, fisheries, and also forestry. As I'm talking, there is also a one-stop shop initiative that we are working with some of our partners, and in particular the PESA Plus Implementation Unit, that actually leads to establish, a coordinating approach from different government agencies, so that investors will not run around to go and say, okay, I want my documents stamped here or clear there, pay the fees there. So it's more one-stop shop initiative, so that to enhance that business environment. So one of the issue is the hospital services, where, for instance, people are going to India for medical treatment in New Caledonia or in Fiji. We need to make sure that is easier for them to apply online, so that they can easily move for the medical treatments, for instance. And I think one of the issues as well, it comes back again to the connectivity, the services in terms of the airports connectivity, but also ports, so that it's easier for us to get to Asia, for instance, or Europe or other countries, so that to attract more investment to the country. So I think that's some of the general remarks that I wanted to highlight this afternoon. And if any questions, then I'll be happy to respond. Thank you. Many thanks, Noah. Before asking questions, I was wondering whether the panelists maybe have further comments to make or points to highlight on the basis of what they've heard from others. So, Sébastien, anything you'd like to add on your points or other people's? Non, j'ai pas de... D'accord. Okay. Nothing to add. Philippe, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez ajouter? Peut-être, si vous m'y autorisez, revenir, ou en tout cas consolider, avec toute la permission et l'humilité qui m'est autorisée sur l'intervention de Steven, où on se rejoint. L'important est effectivement à ce stade, puisqu'on parlait de diversification, non pas de uniquement se focaliser de façon obsessionnelle sur le quoi, sur le type de diversification, mais sur aussi le comment. Il est clair que ce que nous avons dit tout à l'heure à 4 pose tout à fait les enjeux de... pas tant seulement de réfléchir sur les nouveaux secteurs ou les nouveaux produits, mais du comment nous y allons y arriver. Car, encore une fois, nous ne redécouvrons pas la poudre à canon, si je peux dire ainsi. Dans le passé, des tentatives, finalement, de sortir d'une forme de production ou d'économie locale, des tentatives ont été aussi accomplies, avec les inconvénients que nous avons décrits et que Sébastien, à travers les problématiques de Dutch disease ou de dépendance, ont été énoncées. Donc la question du comment la gouvernance, comment assurer cet accompagnement est important. Donc c'est plutôt la question du comment plutôt que simplement uniquement celle du quoi. Assurer que équité et efficacité soit aussi, cet équilibre soit aussi maintenu, car encore une fois, il ne s'agirait pas de faire apparaître des nouveaux secteurs, mais qui pourraient conduire à amener la société demain à se dire mais ces nouvelles sources de prospérité ne seraient pas durable et ne serait pas aussi soutenable, ou en tout cas serait encore plus vulnérable que celle qui avait été émergée précédemment, parce que penser comme cela de façon trop précipitée. Donc la dimension du comment, là de nouveau, est importante. Et enfin, quelles que soient les économies ultramarines, cela pose aussi la question du contrat, le contrat qui a été passé entre les acteurs finalement.
on sait très bien que ces transitions ne se font pas, même si elles sont passées de façon intelligente, risqueraient ou pourraient risquer de conduire un certain nombre d'acteurs à ne plus à disposer des mêmes atouts, à avantages que précédemment. Allez, employons le mot, peut-être des mêmes rentes. C'est pour ça qu'il y a bien un contrat social, une sorte de contrat collectif pour essayer d'assurer que tout le monde puisse s'y retrouver, des nouveaux choix de spécialisation et donc de diversification qui est un contenu en emploi pour que les citoyens, les concitoyens, les résidents puissent s'y retrouver, que les consommateurs puissent s'y retrouver. Forcément, si cela assure, donc il y aurait de la production locale, durable, et qui ne serait pas celle soutenue, comme Sébastien aussi de nouveau l'a dit, par les moteurs existants, par les flux de transfert. Donc oui, c'est aussi cette savante alchimie. Je rejoins donc ce qui a été énoncé, l'impératif du comment est important, ne pas être naïf. Si nous sommes en économie de marché, il faut aussi à un moment donné aussi peut-être accompagner ce marché, et c'est ça la combinaison pour conclure là-dessus, que politique de la concurrence et politique de l'industriel doivent préserver encore une fois ce pourquoi le marché est fait, c'est-à-dire nous envoyer des signaux pour que les bonnes allocations puissent être opérées. Encore une fois, faut-il que ces marchés puissent fonctionner, on va dire, non pas naïvement de façon la plus parfaite, mais qu'ils soient le plus efficace possible. Merci. Merci, Philippe. Stephen, was there any other things you wanted to add on the basis of what you've heard? So I heard, and it's often argued also in Hawaii, that Hawaii imports all of its food, right? Hawaii doesn't grow much food anymore. It imports most of its food from the United States, and that drives our high cost of living. But I often push back against this argument because the reason there is very little food grown in Hawaii is that it's very expensive to do that. The land is very expensive, the labor is very expensive. And so when food is grown in Hawaii, typically that food is more expensive than the imported food. So these types of arguments, I think, don't stack up to economics. And so instead, I think it's really important to think about, as a small open economy, you generally will be better off to focus on your comparative advantages. These are the industries where you're able to generate the most value added that you can then trade for industries where you can produce it in other places. And so as a small open economy, we shouldn't try to do everything. But there is this sort of push in Hawaii, especially because the native Hawaiian economy was completely self-reliant, and people are sort of yearning for that history, but they sort of forget about the benefits of trade that they have also experienced over the last few hundred years. So I think when we talk about diversification, we really need to be clear that it shouldn't be necessarily, in my opinion, it shouldn't be about trying to replace all of these imports. Importing something is not a bad thing. It means that you're using your resources to buy goods from somewhere else that can produce that product more efficiently. The reason for thinking about diversification is to expand the range of industries that are the economy's comparative advantages. Right? So we need comparative advantages in more things, but it doesn't mean that as a small open economy, we shouldn't expect to be able to do everything and be completely self-reliant without trade. And instead of trying to diversify into everything or do everything, it's about maintaining those trade links in order to be able to benefit from the gains of trade and be able to trade more things by diversifying the range of local comparative advantages. That's the main comment I would add. It's an interesting one, Stephen, and I think in this territory, probably quite a controversial one. We'll be talking actually about food resilience in the next panel, which I think is Hawaii is always one of the states of the United States, so has a, in a way, a slightly different situation to an island that is extremely far away from, France in this case, or actually can even be independent. Not that's the case of Caledonia, but some of the other states in the area. So I think that the food resilience might actually take a different vibe in circumstances like that go beyond the economics. I think the important thing for New Caledonia and for other Pacific Islands is about relationships with the other Pacific Islands. Yes. It's about relationships with New Zealand and Australia. And those trading relationships of that nearby geography also provide some of that food resilience. Indeed, yeah, absolutely.
Noah, was there anything you wanted to add in the context of this panel's discussion? Yes, I think just to come back to my earlier point, because I think one of the issue for us is that we are net food importing countries. While we are an open economy, what now the government is looking at is the principle of feed yourself before feeding the world, because I think we tend to look outside than within. And that's something that with the new government in place 7 months or 8 months now, they want to ensure that encouraging locals to produce more and supply the market, and then start reducing most of the import, in particular when it comes to sugary foods and salty food, because the level of NCDs in the country is actually staggering and is very concerning for the new government. It's becoming a national security issue. And that's something that really, while we are a WTO, World Trade Organization member, one of the issues that if it comes to the health and something that is so concerning for us, we can actually start looking at increasing tariffs on some of these products, and then to encourage as well providing incentives to our local producers, in particular the farmers, to produce more locally so that they can supply the market. But it's still a challenge for us because, as I said, it's an open market. We have a lot of imports coming from Australia and New Zealand and also China and the rest of the Pacific Island countries, in particular Fiji, Papua New Guinea, and the Solomons. I don't think it's going to stop that kind of imports coming in the countries. But I think it's more to change the narrative of eat local and produce locally. That will help us well in terms of awareness building to change that narrative and understand that, from New Caledonia's perspective, there is almost a lot of imports coming from France, the mainland France. So I think that's something that really I wanted to see how, the people are aware that you have a land that is there and how you will actually produce. One of the other challenges for Vanuatu is the land tenure issues, because it's communal based, and sometimes if an investor wants to invest into agriculture sector, then it's going to go through a whole process of how to acquire that land, because you have to go to even courts to get the clearance. Where you compare with Fiji, it's well established because they have the national land trust and transport that is there already. They will already identify which area that can be a commercial area or a residential area, or so that it's easier for them to come and invest in the sectors. Here in Vanuatu, you will have to take a few years to try to get who is the right landowner of this particular place so that you can venture into a business in Vanuatu. So I think that's some of the challenges that we are facing here in Vanuatu. But I think what is important is that we want also using the existing regional trade agreements. For instance, we talk about Pacific Island countries trade agreements. We talk about pay surplus agreement that with Australia and New Zealand, and also the MSG trade agreements that within the Melanesian SPI group, also bilaterals. I think we have a draft bilateral trade agreements with New Caledonia that is yet to be finalized and signed. But those are the ones that really we can look at what are the specific sectors that we can tap the market. So surrounding the regions, we have the potential, but I think the issue is also the political will of our political masters if they really want to venture into that. So we've seen a lot of investment coming in particular the Chinese investment, and then the issue for us now is that how we manage them and to ensure that when it comes to alignment to the standard, the quality, all these issues that are still
some ongoing work that is in front of us. Thank you. So on that note, it's about time. So if you'd like to go on the coffee break, you're welcome to. But if you have questions for the panel, now is the time that you can ask them. Does anyone have questions in the room? If so, you can raise your hand and we'll give you a microphone. We thought there was someone, but no. Anyone with a question for the panel? Yes? Test. Vous m'entendez bien? Super. Je voudrais simplement revenir sur un point qui a été mentionné par le premier intervenant. Concernant en fait les flux financiers entre la métropole et les territoires. Vous avez mentionné l'existence de débouchés économiques pour les entreprises hexagonales dans les territoires. Je voulais simplement savoir si ce serait possible d'estimer les montants financiers qui repartent en hexagone à l'échelle des 20 milliards qui sont attribués aux territoires chaque année. Vous pouvez rouvrir son micro? À l'échelle des 20 milliards, c'est-à-dire ce dont je parlais quand je disais 20 milliards qui sont versés, c'est ça, dans les territoires? Il y a une sorte de boomerang aid, un phénomène, et je voulais simplement savoir si c'était possible d'estimer comme ça. Oui. Alors, les 20 milliards qui sont versés, donc c'est 20 milliards d'euros à l'ensemble des Outre-mer, ce n'est pas spécifiquement à un territoire en particulier. Sur ce qui repart, en fait, les deux principaux canaux, c'est peut-être les deux seuls canaux. C'est premièrement les importations. Donc là, on peut savoir en termes d'importation, vous prenez le volet importation par année, donc vous savez exactement ce qui repart, tout en sachant qu'effectivement, il n'y a pas qu'un seul partenaire parmi les importations, un seul partenaire commercial, mais l'Hexagone est le principal. Donc on peut cibler, et je pense que c'est l'ISEE qui a ces données-là, voire même l'IOM. Je ne sais pas si les douanes sont jamais très conciliants à partager des choses, mais au moins au niveau de ces sources statistiques, on peut savoir en termes d'importation ce qui vient en termes de produits. Donc, la difficulté, ça sera de faire distinction dans la valeur des importations, enlever tout ce qui concerne les droits de douane, les taxes qui changent la valeur au départ de l'Hexagone. Et la deuxième chose, pour les recettes fiscales, donc les sources, l'Institut statistique établit assez régulièrement ce qu'on appelle des comptes de secteur institutionnel, donc qui recensent les différents postes de dépenses et de recettes pour les différents secteurs institutionnels. Donc, dans ces secteurs institutionnels, vous avez bien sûr les ménages, les entreprises, et puis les collectivités, l'administration locale et l'administration centrale. Donc, c'est là qu'on peut faire la distinction entre ce qui reste sur le territoire et ce qui repart. Donc, essentiellement, par l'ISEE, je pense que si vous arrivez à avoir ces données-là, vous pouvez faire les estimations. Il y a une autre question. Même deux, j'ai l'impression. Bonjour, je suis médecin en formation, mais je pense que votre initiative est un petit peu médecine de l'économie, c'est excellente. Il y a pas mal d'idées qui sont formidables. Vous avez mentionné le syndrome hollandais. Moi, j'aurais plutôt choisi quelque chose de positif, syndrome norvégien, qui sont su à, comment on dit, intelligemment investir et créer une pérennité de leur économie qui est basée justement sur les ressources. Donc, exemple positif. Et je regarde avec les yeux extérieurs, nickel.
Et je me pose la question, fonds nickel et les ressources de nickel qui peuvent servir à la diversification vraie des économies, on n'a pas parlé de ça. Vas-y, si tu veux répondre, vas-y. Je vais demander si qui veut répondre, mais vas-y. Non, mais vas-y. Bon, je reprends une question. Vas-y. Sur le nickel, effectivement, c'est bon, je l'ai glissé dans la présentation, mais je me suis pas, j'ai pas fait de focus dessus. C'est lorsqu'il y a eu le boom du nickel en Nouvelle-Calédonie, donc on a beaucoup investi dans ce secteur-là. Donc c'est ça qui a créé c'est devenu un secteur il y a une spécialisation et puis ça a créé une rente. Parce que là, pour le coup, qui était le produit qui était exporté. Et puis donc c'est vrai que ces dernières années, la production du nickel est plus en difficulté. Et la production du nickel, elle me fait penser aussi il y a toujours cette question-là dans les produits, dans les pays en développement, c'est est-ce qu'il est plus avantageux d'exporter le produit brut ou le produit transformé? Évidemment, lorsque le produit est transformé, la valeur ajoutée est plus intéressante pour le pays émetteur. Reste à savoir si les industries, le tissu productif local est capable de faire de la transformation de la matière première assez rapidement pour dégager de la valeur ajoutée. J'ai l'impression que le nickel, c'est quelques décennies. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi l'exemple de Norvège, parce qu'en fait, l'hydrocarbure, le fonds était créé à la base des ressources, des finances qui étaient réinvesties. On a permis des fonds souverains qui est assez, je trouve, éthique. Donc, je ne pense pas que c'est juste la question des dernières années. Moi, je voyais plutôt une stratégie à long terme dès au moment où le nickel commençait à être exploité. C'est ça les questions qui surgissent. Et le deuxième, il y a énergie aussi. Parce que j'imagine que l'industrie métallurgique demande énergie. Donc, diversification, économie et tout ça. Ma question aussi, je pense qu'on n'a pas parlé de ça. Quel est le plan énergétique ici sur le territoire pour justement garantir la compétitivité industrie, dont le nickel? Vas-y, Philippe. Ouais. Oui, pour faire écho à la question précédente sur le syndrome, sur le nickel et sur l'énergie, tout en voulant compléter ce qui a été énoncé par Sébastien. Bon, cela renvoie, madame, à bien entendu une littérature qui existe, hein, qui est aujourd'hui, encore une fois, de plus en plus mobilisée autour de tous les impacts et les conséquences on va dire des stratégies basées sur de l'économie extractive. Ce n'est pas neutre, notamment lorsque on va dire vous mobilisez votre territoire et vous en extrayez une ressource avec l'idée que si vous n'êtes pas suffisamment gros et pas faiseur de prix, vous pourriez perdre des deux côtés. Et bien entendu, vous perdez votre ressource. Si vous ne la valorisez pas localement, ce n'est pas le maximum de la valeur ajoutée qui est produite, avec toutes les conséquences que l'on a, notamment lorsqu'il y a des variations de cours. Ça reste une spécialisation fragile. Ça fait écho à ce moment-là à la première phrase. Oui, on aurait très bien pu jouer sur les mots et plutôt avoir une vision positive d'avoir la bouteille à demi-vide et demi-pleine entre la Norvège et la Hollande. Bon, l'histoire a fait que c'est le mot hollandais et c'est le pays qui a porté son nom. Mais en fait, l'histoire, elle est aussi née avec la Norvège. C'est pour faire relier ces histoires de spécialisation. Au moment du choc et du contre-choc pétrolier, il y avait ceux qui riaient et ceux qui pleuraient. Les pays du nord de l'Europe qui avaient bénéficié de ces sources en hydrocarbures faisaient partie des pays qui riaient. Et puis tout d'un coup, au niveau du contre-choc pétrolier, ils se sont mis à pleurer parce qu'en fait, ils avaient pris quelques années de retard. Et Sébastien l'a décrit tout à l'heure à travers le problème de la maladie hollandaise, entre guillemets, qu'on aurait pu appeler aussi maladie norvégienne. Sauf que les Norvégiens ont bien compris qu'un choc était aussi source de transformation et que le fameux fonds créé pour les générations futures, on va dire, est aussi issu de cette idée que, comme les Dubaïotes se sont dit qu'il n'y aurait pas éternellement de pétrole dans le tas de sable et comme il n'y aurait pas éternellement de pétrole dans la mer du Nord ou de gaz, qu'il fallait aussi penser la fin de ces économies extractives. Les chocs
font mal, mais sont aussi parfois source de modifications et de transitions. Steven l'a dit dans le cadre des spécialisations touristiques, on a bien vu également au moment de la Covid-19 qu'un certain nombre de choix de spécialisation touristique ont conduit un certain nombre de destinations qui avaient tout misé là-dessus à réimaginer leur futur autour peut-être de moins de tourisme de masse, de tourisme qui pouvait se conjuguer avec les environnements. Et puis cela renvoie à cette question, on sait que le principal moteur de toutes ces spécialisations, c'est à la fois comme cause l'énergie. Si on extrait du pétrole, c'est pour en produire, c'est l'énergie primaire pour l'énergie secondaire, soit parce que ces secteurs de ces choix de spécialisation risqueraient d'être gourmands en énergie. À quoi cela serait-il bon d'avoir un choix de spécialisation finale adéquat parce qu'on aurait trouvé sa place sur le marché mondial si on n'aurait pas l'énergie pour le produire? Donc aujourd'hui, quand même, les choix de spécialisation intelligents conduisent aussi à se dire, ne confondons pas problématique de croissance avec l'idée qu'on choisirait la bonne spécialisation parce qu'elle serait pourvoyeuse de valeur ajoutée et d'emploi et de richesse, mais qu'elle ne serait pas soutenable, ce ne serait pas une prospérité durable, parce qu'on n'aurait pas l'énergie, on n'aurait pas les matières, ou elle souillerait les territoires. Elle aurait un impact désagréable sur les environnements. Donc il faut aussi savoir conjuguer cela, c'est pour cela que ces marques forcées de nouveaux choix de spécialisation conduisent à mobiliser, bien entendu, des énergies propres, des énergies renouvelables, et qu'il faut savoir se conjuguer, puisqu'on sait très bien que cette transition vers les énergies renouvelables et les énergies propres ne sont pas sans frais, sans coût, et que cela risquerait de surenchérir peut-être le choix de transition et que d'effrayer un certain nombre d'investisseurs. Donc oui, le problème est complexe quand il faut toucher à la fois à la diversification d'un point de vue final, mais aussi imaginer les ingrédients nécessaires pour que cette diversification soit durable, prospérité durable, respectable des environnements et conciliable avec les besoins de la société. Vaste programme, mais votre conférence permet aussi d'en apporter quelques éclairages. Juste une chose par rapport à ce que je rejoins tout à fait Philippe, que je salue au passage. Il y a une chose aussi qu'on voit dans le danger, en fait, parce que bon, que ce soit diversification ou spécialisation, on voit qu'il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage de la spécialisation pour les petits territoires, c'est effectivement de pouvoir dégager des économies d'échelle et d'avoir un secteur de niche, donc une valeur ajoutée plus intéressante. Mais effectivement, comme vous le disiez, vous l'avez noté, je vous rejoins aussi, ça peut être aussi l'occasion pour gommer les effets négatifs de penser à une redistribution de la ressource, parce qu'il y aura plus de profits et éventuellement de recettes fiscales. Redistribution de la ressource pour dédommager ou compenser les dégâts causés sur certains ménages, certains secteurs d'activité. Et le système norvégien, je dirais, juste pour compléter sur ce point, je pense que tout à l'heure, Philippe parlait de contrat social. C'est vraiment ça, c'est un modèle où finalement l'État se porte garant d'une forme de... Alors c'est en même temps tout dans la contradiction, puisque les Norvégiens sont tout dans promouvoir le développement durable, une forme de... Voilà, tout en étant basé sur la rente du pétrole. Donc mais ceci dit, voilà, donc il y a des choix qui peuvent être faits, des fois qui sont adaptés à certaines sociétés, des fois qui ne leur correspondent pas. Il y a aussi un résultat de l'histoire. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger sur la possibilité, dans un système spécialisé, d'essayer d'avoir les avantages de la spécialisation tout en permettant une forme de redistribution, c'était ton point à l'instant, Sébastien, à l'échelle du territoire pour justement compenser éventuellement un certain nombre d'effets négatifs. Je vais juste passer à la dernière question, puis ensuite je vais vous laisser aller prendre le café pour éviter qu'on se retrouve à enchaîner sur le prochain panel. Alors, j'ai monsieur et j'ai madame. On va peut-être prendre vos deux questions en même temps. D'accord ? Donc, prenez le micro et donnez vos deux questions. On va essayer d'y répondre et si ça vous va, on en restera là pour cette table ronde et on pourra passer à la suivante après avoir fait une petite pause. Bonjour, je m'appelle Édouard Léoni, je suis consultant docteur en droit. Si on prend les chiffres de 2023 sur la balance commerciale, on a en termes d'importation en Nouvelle-Calédonie 350 milliards et en termes d'exportation 238 milliards, ce qui fait un déficit de 116. Je voudrais vous poser la question, est-ce que vous êtes dans la même situation que la Calédonie? Ça veut dire que sur les importations, 80% des importations sur les importations, notre premier pourvoyeur, c'est la métropole. Et sur les 120 milliards qui nous viennent de métropole, 80% en fait ne sont pas fabriqués en métropole. Bon, par déduction, on se rend bien compte que ça vient de Chine.
Et ça veut dire qu'en fait, les marchandises qui partent de Chine passent par le transit de la métropole et nous arrivent. Donc on se retrouve avec des marges et des cumuls de logistique qui sont effrayantes et qui, en fait, sont une des explications de la vie chère et surtout une des explications aussi du fait qu'on a des coûts de production pour la transformation locale qui sont effrayantes. Est-ce que vous êtes dans la même situation, les Antilles par exemple, pour aller chercher votre pétrole? Vous êtes obligé de passer par le Havre qui va chercher du pétrole en Algérie ou en Inde, alors qu'en fait le pétrole vient de Russie. Et alors que juste à côté, vous avez le Venezuela et le Mexique. Nous, on a ce problème-là, c'est qu'en fait, au lieu d'importer directement d'Asie, on passe par la métropole. Et là, en fait, on n'est pas victime. On est victime des pratiques commerciales des centrales d'achat. En fait, le commerçant, il prend une commande, il appelle une société locale, qui appelle Paris, qui appelle ensuite Shanghai, et puis le cumul de marge se fait. Nous, ce qu'on voudrait, c'est limiter les intermédiaires pour justement réduire la valeur des importations. Est-ce que vous, aux Antilles, vous êtes dans la même situation? Donc, comme je disais, on va prendre la question juste, monsieur, et après on répond. Alors, oui, je m'appelle Marianne Dupuis, moi je suis juriste et j'aurais aimé savoir comment vous envisagez justement cette diversification et cette concurrence à l'aune de la crise que vit la Calédonie aujourd'hui, parce qu'on n'en parle pas énormément, de savoir comment justement on a des entreprises qui aujourd'hui produisent plus localement parce qu'elles ont été détruites et qui se posent réellement la question de savoir si est-ce que ça vaut le coup de reproduire en local. Et j'aurais aimé savoir si vous aviez des réponses par rapport à ça ou si vous aviez réfléchi à ce sujet. Je peux prendre la deuxième question si ça vous va. Volontiers. Je vous invite à venir demain matin. Je suis désolée, je vote en touche. Ça me permet aussi de gagner du temps. Vous voyez bien ma stratégie. Mais demain, c'est vraiment, d'une certaine façon, la discussion sur vraiment le cas... qu'est-ce que tout ça veut dire pour la Calédonie? J'espère que... je vous invite à venir demain. J'espère que vous pourrez être là. Mais c'est vraiment reposer votre question demain matin. Là, je pense que vous allez mettre les panélistes en défaut, en fait, du simple fait que voilà, vous avez un Antillais, un Réunionnais, un Hawaïen, et moi, je viens de métropole, et en plus, je ne suis même pas spécialiste de ces questions. Donc, vraiment, c'est pour ça, je vous dis, reposez votre question demain. C'est une excellente question, et c'est évidemment la question centrale à laquelle ce collègue a vocation de répondre, au final. Néanmoins, c'est un continuum de discussion sur les principes, les autres cas d'exemples qui ont pu être visibles ailleurs dans le monde, et après une forme de synthèse pour la situation du territoire ici, qui est évidemment quand même l'objectif principal de nos discussions. Voilà, donc la première question, okay. Si tu veux bien, Sébastien, et éventuellement Philippe aussi, si tu as une perspective. Ouais. Alors, oui, je vais répondre à ce que vous demandiez par rapport aux Antilles. C'est vrai que là, on est un peu dans la même situation sur le principal partenaire commercial qui est l'Hexagone, que ce soit d'ailleurs exportation ou importation, ça reste l'Hexagone. C'est aussi comme je disais en propos liminaire, c'est une conséquence, c'est un héritage colonial qui s'est greffé un peu comme une institution finalement. Ça reste les échanges import-export. Un partenariat commercial d'ailleurs dont on n'arrive pas à se défaire parce que vous avez ces territoires qui sont des régions ultra-périphériques et qui, au titre d'appartenir à une zone européenne, sont soumises à des normes européennes. Donc c'est des quotas, en fait, c'est finalement pas des quotas, ce sont finalement des barrières non tarifaires qui ne disent pas leur nom. Elle ne peut pas échanger n'importe comment tout ce qu'elle voudrait avec n'importe qui. Il y a un cahier des charges, entre guillemets, à respecter. Si on n'est pas dans les clous, on ne peut pas échanger. Et ça, donc, c'est très handicapant parce que finalement, ça coupe les Antilles et la Guyane du bassin caribéen et puis la Guyane pour l'Amérique latine complètement, alors que ce sont des territoires qui sont immergés dedans. Et sur la chaîne de valeur, je suis complètement d'accord avec vous. Nous, sur la zone, sur l'axe Hexagone Antilles-Guyane, le rapport du député Ajar avait évalué justement ces différents intermédiaires qui apparaissaient avec qui je regarde mon camarade Jean-François, on avait travaillé avec lui sur le rapport. Il y a 14 intermédiaires qui ont été ciblés, 14 intermédiaires, et un tiers de ces intermédiaires appartiennent à un seul groupe, qui est lui-même aussi importateur-distributeur. Donc ça vous dit un peu la complexité du machin, parce que finalement,
Ouais, finalement, et puis chaque intermédiaire ajoute sa marge, et finalement, c'est le cumul de ces marges. C'est normal qu'un intermédiaire ait une marge, il a besoin de ça pour vivre, mais il y a peut-être des activités, des prestations qui peuvent être regroupées pour éviter justement les marges, voire même encadrer les marges, parce qu'il y a une certaine opacité. On ne sait pas exactement quels sont le niveau des marges de chacun. Et sur la question de l'hydrocarbure, très rapidement, pour permettre la pause café, je me rappelle en 2009, lorsqu'on a eu le fameux LKP en Guadeloupe, il y a eu le feu a pris parce que justement c'était sur le prix du carburant qui était trop élevé. Donc quand la grève a éclaté, il y avait Chavez à l'époque qui avait proposé à la Guadeloupe de exporter son carburant chez nous. Donc à l'époque, c'était qui le président déjà? C'était Sarkozy, oui, Sarkozy, qui avait dit non. Non, parce que justement, normes européennes, on ne peut pas acheter n'importe quoi, n'importe comment. Et Chavez a dit, il n'y a pas de problème. Quelles sont vos normes? Je le raffine pour vous, je l'amène. Et la réponse a été quand même non. Donc il y a des enjeux qui font que des enjeux qu'on ne connaît pas, mais qui font que finalement ce sont des territoires qui sont assez coincés et qui dépassent. Donc il y a une partie transparente et une partie non transparente. Philippe, attendez, on va essayer quand même. Sinon il y a le café, au café. Sinon au moins Sébastien, vous pourrez l'interpeller. Mais vas-y Philippe, peut-être pour avoir le dernier mot. Oui, non, c'est juste pour dire que sur la question du sourcing, comme monsieur le suggérait ou l'étonnait, nous avons des similitudes puisque nous sommes effectivement dans une forme de cordon ombilical avec les centres d'approvisionnement européens et les différentes régions périphériques. Et pour la Réunion, il en va également de façon similaire, avec des petites différences au niveau de l'énergie puisque le pétrole est raffiné aux Antilles, il est importé directement, nous, de Singapour. Directement, nous ne passons pas ni par l'Europe, ni par Marseille, ni par Fos. Nous faisons des choix, mais nous essayons, je crois que c'est une problématique qui est posée depuis un certain nombre de rapports, depuis une grosse dizaine d'années, sur la meilleure insertion dans le sourcing et dans les partenariats au niveau des régions. Alors, pour l'instant, des ensembles régionaux. Alors, ça pose la question de l'insertion régionale, qui était l'une des questions de la conférence, des territoires ultramarins dans leur zone un petit peu de prédilection, d'abord pour sourcer, et donc là, dans les derniers rapports du SIOM et aussi dans les rapports qui visent à effectivement améliorer le pouvoir d'achat, il y a bien ces questions qui sont de plus en plus prégnantes de permettre d'autoriser ce sourcing et le projet de loi qui avait été posé permettant là aussi d'alléger les normes pour nous permettre de mobiliser des produits et sourcer ces produits venant pas forcément d'Europe, comme le disait Sébastien, au niveau du pétrole. Mais aussi, ce partenariat régional, c'est pas seulement pour importer, c'est aussi pour permettre cette émergence de nouveaux, on va dire, dimensions de production, car on ne pourra pas parler des déchets si on ne parle pas à l'échelle de nos zones. Nos économies prises individuellement sont trop petites pour faire émerger, on va dire, à elles seules, tout un ensemble de l'entièreté des chaînes de valeur, la transition énergétique, et par exemple dans l'aménagement du territoire, nous sommes là aussi à devoir penser sud-sud et pas uniquement nord-sud. Enfin, Pascal, et permettez-moi, pour faire le trait d'union par rapport à ce que Madame disait, on sait qu'en économie, la meilleure des recettes d'abord, le meilleur signal à envoyer aux acteurs, c'est la stabilité. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter.